Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Kessner Farrell, qui est économiste et également journaliste, qui est un spécialiste du sport, surtout du football, qui a été pendant très longtemps chroniqueur sportif à la télévision nationale d'Haïti et aussi, il me semble, dans d'autres médias. Il va nous le confirmer et tout à l'heure. Alors, avec lui, nous allons essayer de comprendre les enjeux pour Haïti, vraiment, qui viennent se qualifier pour la Coupe du monde de football qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique après 52 ans. Vraiment, c'est un véritable exploit. Donc, on va discuter avec lui sur cette question et nous aider à comprendre vraiment pourquoi c'est important et aujourd'hui, dans une période où vraiment le pays traverse une situation difficile et nous voilà qualifiés pour la Coupe du monde de football. Alors, sans plus tarder, bonsoir, Kessner Farrell. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs, auditrices et peut-être les téléspectateurs, téléspectatrices. Compliments pour la qualité de votre show. Je suis tout à fait ému et peut-être content de répondre à votre invitation, bien que je ne sois pas dans le monde sportif depuis quelques temps, mais je crois que c'est nécessaire avec cet événement d'en discuter, non seulement avec les Haïtiens de l'intérieur, mais de la diaspora et qui ont grandement contribué à ce succès. Oui, justement. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est vrai que vous dites que ça fait un moment que vous n'êtes plus dans le sport. Alors, aujourd'hui, vous êtes économiste. J'ai envie de vous demander comment on est passé de chroniqueur sportif, vraiment, vous étiez à l'époque une véritable star, à économiste. Une bonne question. En fait, ça a été vraiment une coupure, pas trop intéressante pour certains fanatiques. Et jusqu'à présent, lorsque je me rends dans certains endroits, on me parle de football, de calcio. Et ils ont préféré peut-être ma tête comme chroniqueur sportif, mais j'ai dû changer pour faire comprendre que j'étais dans le monde économique, donc j'ai divorcé du monde sportif. Quand j'aime pas mélanger le football et l'économique, ça a été un effort parce que l'économique, ça a été un travail d'éducation, de culture. Ça n'a pas été facile, mais j'aime bien ce que je fais. Et j'ai beaucoup bénéficié du football comme ancien joueur de sélection nationale juvénile. J'ai bénéficié considérablement de mes études avec mes études. Mais maintenant, c'est l'économie, je pense, qui est très important pour Haïti. Mais le sport et l'économie, ça fait parfois bon ménage. Justement, justement. Alors, on l'a dit dans l'introduction, effectivement, après 52 ans, l'équipe haïtienne de football, les Grenadiers, vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors, comment expliquez-vous cet exploit, cette qualification historique? Pas trop difficile parce qu'on a eu à faire un choix à un certain moment et de lancer des joueurs sur le marché international. Parce qu'Haïti, même lorsqu'il n'y avait pas d'insécurité, c'était difficile avec les compétitions nationales où il n'y avait pas de grandes équipes, pas assez de joueurs, une compétition de première division qui n'était pas assez compétitive. Donc, en plaçant des joueurs sur les marchés internationaux, particulièrement en Europe, qui est vraiment la grande scène internationale sur le plan footballistique, eh bien, ça a permis à Haïti de récupérer et pas seulement des Haïtiens qui ont été préparés localement, mais qui sont de la famille, qui ont des parents haïtiens qui ne connaissent même pas le pays, mais qui ont voulu jouer pour le pays. Et voilà comment on a pu réaliser tout cela. Il faut donner vraiment du crédit aux acteurs locaux qui ont accepté ce défi, et parce que ce n'était pas facile, parce que les joueurs locaux s'en plaignaient parfois. Mais je crois que ce mélange, ce mix, si on peut l'exprimer ainsi, a été très important. Et voilà comment Haïti, à travers le football, veut donner un exemple. Et avec tous les cerveaux qui ont laissé le pays, cette fuite importante de cerveau, donc on prendra le sport maintenant pour modèle, pour comprendre que ce soit en économie, que ce soit en médecine, comment avoir ce mélange et qu'on puisse vivre ensemble les Haïtiens de la diaspora et les Haïtiens de l'intérieur. On a célébré autant à Montréal qu'à Port-au-Prince, autant qu'à Paris, qu'au CAI ou encore Cap Haïtien où j'étais pendant cette fameuse soirée du 18 novembre. C'est extraordinaire. On a vu vraiment, et c'est comme un logiciel, à savoir, et les gens s'y retrouvent et on regarde sur les réseaux sociaux toutes les discussions. On va célébrer cette Coupe du Monde 52 ans plus tard. Oui, j'imagine effectivement, malgré l'insécurité, les gens sont sortis dans les rues pour manifester leur contentement, pour exprimer leur joie, effectivement. Alors, c'était d'autant plus difficile que Haïti n'a pas pu jouer un match à domicile. C'était
En fait, presque tous les matchs pour la qualification ont été joués à l'extérieur. C'est bien ça? On a reproduit Vertières. Pour rappeler lorsqu'on a fait le 18 novembre et Vertières qu'on a battu l'armée napoléonienne. Donc, ce qu'on a fait réellement, c'était l'équipe qui a souffert le plus de cette compétition, bien qu'il y ait 48 équipes, mais Haïti est la seule équipe qui n'a pas joué un match sur son terrain. Juste imaginer si ce match se jouait soit au stade Silvio 14, 18 novembre, ou encore si on avait un stade du côté du Cap Haïtien. J'étais au Cap, je vous ai dit, les gens sous la pluie ont pris la rue, donc c'était vraiment extraordinaire. Peut-être que le Nicaragua aurait passé un mauvais moment, pas seulement 2-0, peut-être 4-0, avec tout ce qu'on pourrait créer dans ce stade en quelque sorte. Oui, et ça a été très difficile. Le CNN l'a rapporté également. Pas un match à l'intérieur. Il y a des joueurs qui ne connaissent même pas Haïti. L'entraîneur n'a jamais visité encore Haïti. Donc voilà l'exploit réalisé des 48 équipes qui vont participer à cette compétition en 2026. Je pense qu'Haïti a gagné chèrement et sa victoire sur des champs de bataille à l'extérieur et c'était pas facile. Donc chapeau vraiment à ces jeunes grenadiers qui n'ont pas mis fin à l'épopée de 74, mais pendant trop longtemps, on parlait de Philippe Bob, de Mano Sanon, de Angel Joseph. Les jeunes qui n'étaient pas encore nés ne savent même pas ce que c'était. Donc finalement, ils ont leur moment Nazon, leur moment Placide, leur moment Bellegarde. Moi, je suis très content parce que j'aime dire que ma vie a été transformée par la Coupe du Monde de 1974. J'étais encore enfant au CAI, je jouais au football. Et lorsque cette équipe a gagné cette Coupe du Monde, il n'y avait même pas la télévision au CAI pour regarder, mais c'est à travers la radio. Et ça a été un moment où je pensais que oui, je pouvais également jouer la Coupe du Monde de football. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans le football. J'étais au niveau cadet, et c'est de moins de 15 ans. Et ensuite, j'ai pu jouer en sélection nationale juvénile, mais par la suite, pas le talent pour aller au plus haut niveau, mais j'ai pu obtenir une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis. C'est grâce au football. Et j'aime dire tout ce que j'ai pu obtenir, c'est le football qui me l'a donné. Je vois le football comme un ascenseur social. Et il y a des joueurs qui étaient beaucoup plus talentueux que moi, qui auraient pu jouer dans des compétitions beaucoup plus élevées, mais la mauvaise gouvernance du football a créé une situation un petit peu difficile. Donc, on a pris 52 ans pour revenir, mais j'espère qu'on va construire sur ça et vraiment permettre aux jeunes Haïtiens de ne pas prendre le mauvais chemin, mais de choisir réellement cette opportunité qu'offre le football en quelque sorte. Je vois l'ascension sociale de deux façons. Les plus talentueux peuvent aller en première division en Europe, que ce soit en France. Vous savez, la France avec Clairefontaine et qui produit des joueurs maintenant qui évoluent à travers le monde dans les plus grandes compétitions. Haïti pourrait en bénéficier, mais malheureusement, on n'a pas donné cette chance. C'est la raison pour laquelle j'utilise un petit peu la politique également dans ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas voir l'aspect artificiel. Haïti a gagné, mais combien de jeunes qui, après cette victoire, auraient pu prendre un soulier de football pour dire maintenant, voilà ma voix et non pas, comme on dit en général en Haïti, prendre gros âme, prendre foireux, prendre le mauvais chemin en quelque sorte. Je vois ça également sur le plan social, tout ce qu'on peut tirer de cette victoire, cette inspiration, ce qu'on peut arriver dans la vie. Il y a quelques jeunes dans cette compétition et le jeune latéral droit Artus, il y a encore deux autres qui ont été formés par Patrice Millet dans des académies de football. Il y a vraiment une grande leçon et c'est la raison pour laquelle j'utilise des voix comme ce que vous m'offrez là, pas dans une émission sportive pour dire prenons cette victoire, regardez ce modèle pour offrir d'autres opportunités aux jeunes haïtiens qui ne sont pas chanceux, qui n'ont pas été dans une bonne école, qui ont été ignorés par la société haïtienne. Ouais, non, mais ça, c'est incroyable, ça, je ne savais pas. Donc, en fait, vous avez, on va dire, l'équipe de football de 1974 qui vous a inspiré, vraiment, et c'est comme ça que vous êtes entré comme joueur d'abord, et puis ensuite comme journaliste sportif. En fait, Pierre Bayon a été mon joueur préféré. Et je voulais, jusqu'à présent, il y a des gens des cas qui m'appellent Petit Pierre, parce que j'aimais Pierre Bayon tellement du Villette Athletic Club. Et comme je vous dis, je jouais sous la cour des frères de l'instruction chrétienne. Il y a un frère qui s'appelle Frère Rancourt qui a organisé une compétition au niveau des jeunes des cadets. Et c'est ainsi que, en 1974, je jouais au football et je me suis dit pourquoi pas. Et je pensais que je pouvais jouer en sélection nationale, ensuite aller en Coupe du Monde. C'était ça mon inspiration en quelque sorte. Et par la suite, il y a eu des compétitions nationales et avec l'équipe des CAI, je suis des CAI. On a été championne des CAI et championne nationale, particulièrement au niveau scolaire. Et j'ai pu intégrer le club Saint-Louis qui avait également une politique de football de jeunes avec Evans Lescouflair. Et c'est ainsi que j'ai pu obtenir une bourse pour aller aux États-Unis
avec un Haïtien, Georges Edlin, dont son père a été, la famille a été assassinée. Je suppose que vous connaissez l'histoire. Georges Edlin qui appelait George Washington University. Il m'a donné cette opportunité. Et c'est ainsi que j'ai pu quand même bénéficier de tout cela. Et en revenant en Haïti, j'ai rencontré, voilà, un acteur qui s'appelle Jean-Claude Sanon, qui était un chroniqueur sportif qui m'a attiré dans cette voie. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans la chronique sportive. Donc, tout ce que j'ai eu dans la vie, tout ce que j'ai eu comme opportunité, c'est grâce au sport. Et c'est la raison pour laquelle je parle avec beaucoup d'émotion lorsque je regarde ce qui vient de se passer avec ça. Donc, il va y avoir des jeunes qui vont s'inspirer de ce modèle et de la sélection nationale pour se lancer et ne pas choisir le mauvais chemin. Il y a des académies en Haïti, il faut les soutenir, il faut qu'il y ait une politique sportive et qu'il y ait également un financement du ministère de la Jeunesse et des Sports pour encourager ces jeunes pour ne pas se retrouver sur les mauvaises voies, les mauvais chemins en quelque sorte. Je vais vous raconter l'histoire que vous ne connaissiez pas, donc c'était intéressant. Oui, effectivement, oui. C'est effectivement. On ne savait pas, je pense que ceux qui nous suivent, effectivement, sont heureux d'apprendre toutes ces choses sur vous. Alors, et une prochaine question. Alors, d'après vous, quelles sont les forces tactiques de cette équipe haïtienne, qui sont quand même composée vraiment des gens, la plupart, qui vivent dans la diaspora? Le gros avantage qu'il y a avec ces joueurs, c'est qu'ils évoluent au plus haut niveau. Donc, avoir un Placide, avoir un Nazon qui joue dans les compétitions, même parfois pas la première division en Europe, même en deuxième division, mais les compétitions sont organisées de manière professionnelle, ce qu'on appelle la gouvernance. Je lisais encore ce matin, et je m'intéresse au sport, pas simplement l'aspect terrain, l'équipe de Real Madrid qui a eu aujourd'hui son assemblée générale, et cette équipe qui a présenté les résultats financiers, ce qu'on ne fait pas en Haïti. La FIFA nous donne plus de 1,3 milliard de dollars, et 3 millions, pardon, 1,3 million de dollars américains pour supporter. Mais je pense que la fédération, que ce soit dans le passé ou encore maintenant, devrait donner et ce qu'on appelle pratiquer la transparence. Il faut donner cet exemple. Le Real Madrid a dégagé de revenus 1,3 milliard de dollars d'euros, pardon, qui fait plus que 1,3 milliard de dollars américains. Le budget d'Haïti, les recettes du pays total donc, n'atteignent pas ce niveau-là. Le budget total d'Haïti est de 2,7 milliards de dollars américains cette année. Donc, vous imaginez comment une équipe de football, en pratiquant la transparence, vous donne exactement ce qui se passe. Donc, si on devrait faire comme la République dominicaine, il y a un système qui s'appelle des fermes. Les fermes, ils ont des contacts avec les grands clubs de baseball aux États-Unis. Ils préparent les joueurs dominicains qui vont se retrouver sur le marché américain et touchant des millions de dollars américains. Donc, je parle maintenant en termes macroéconomiques. Ils exportent des joueurs et en ayant en retour ce qu'on appelle les transferts de devises, vous imaginez un joueur qui a un contrat de 40 millions de dollars américains, retirer 1 million de manière émotionnelle pour envoyer à son retour, c'est ça un petit peu le modèle. Et c'est la même chose pour les Argentins, c'est la même chose pour le Brésil. Donc, il ne faut pas avoir peur de lancer les jeunes, ceux qui sont beaucoup plus talentueux iront vers le plus haut niveau. Ceux qui le sont moins comme moi, on pourrait avoir des bourses d'études parce qu'il y en a beaucoup dans le système de NCAA aux États-Unis. Donc, voilà un petit peu l'idée d'exporter ou encore d'ouvrir le pays parce que l'économie est petite, il n'y a pas assez d'opportunités. Et je vais retourner, moi, j'ai terminé mes études, je suis retourné en Haïti, je travaille en Haïti, mais il y a d'autres qui pourraient rester à l'extérieur et qui pourraient quand même investir vous savez, ils sont très émotionnels, ils peuvent avoir des maisons, acheter dans le domaine de propriété. Donc voilà un petit peu le modèle que j'encourage en quelque sorte. Donc en ce sens, pour revenir spécifiquement à la question, l'avantage que ces jeunes ont, le fait de se frotter avec le plus haut niveau en Europe, lorsqu'ils vont jouer même avec l'Italie ou encore le Portugal, ils connaissent le milieu. C'est très différent par rapport à 74. Philippe Bob le disait cette semaine. Lorsqu'on allait en Coupe du Monde 74, il y avait 4 équipes dans le groupe. Haïti, bien sûr, il y avait l'Argentine, l'Italie et la Pologne. Dans notre tête, je me rappelle encore, on se disait, bon, on va essayer de faire match avec l'Argentine, on perdra face à l'Italie et on va gagner contre la Pologne. On ne connaissait rien de la Pologne. Donc, on pensait que c'était une petite équipe. On a pris 7 goals de la Pologne, 3 l'Italie et 4 de l'Argentine. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Parce que ces joueurs regardent avec les réseaux sociaux, ils connaissent les joueurs.
Ça ne veut pas dire qu'Haïti ne pourrait pas perdre par 5-0 dans un match face à l'Italie aujourd'hui, non. Mais je peux vous garantir que c'est très différent parce que l'entraîneur va pouvoir, avec des vidéos, c'est très moderne aujourd'hui, donner toutes les informations et l'équipe haïtienne saura réellement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté sur le plan tactique, sur le plan stratégique. Ce ne serait pas quelque chose qu'ils vont découvrir. Ils vont avoir toutes les informations. Ils peuvent perdre, mais ce n'est pas la même situation. Lorsqu'on était en 74, on allait vers la grande aventure, ne sachant rien du tout. Il n'y avait pas assez d'informations et de données en quelque sorte. Oui, Voilà. c'est vrai que c'était un saut dans l'inconnu à l'époque, effectivement. Alors, est-ce que, parce qu'en France, on parle beaucoup de cet entraîneur français, vendéen, qui est en fait dans les médias français surtout. Alors, alors comment évaluez-vous le rôle de cet entraîneur, effectivement, qui ne connaît pas Haïti? Moi, j'ai appris dans la presse française qu'il n'avait jamais mis les pieds en Haïti, mais c'est quand même incroyable. Tout dans cette qualification est surprenant. Et c'est très émotionnel pour lui également. Et je suppose qu'il va y avoir une visite avant la Coupe du Monde en Haïti. Même, bon, ils vont avoir peur certainement d'entrer à Port-au-Prince, mais aujourd'hui, avec les vols aériens qui connectent, que ce soit l'aéroport du Cap-Haïtien ou encore l'aéroport des Cayes, moi, je suis sorti de Port-au-Prince avant le 18 novembre. Je suis allé et j'étais au Cap-Haïtien pour le match. Et sans entrer à Port-au-Prince, je suis maintenant au Cayes. Je pense qu'on pourrait avoir une tournée qui aille d'abord du côté de Cap-Haïtien, ensuite faire un saut du côté des Cayes. Je peux vous dire, ils vont avoir une réception. C'est comme lorsque Paris avait gagné la Coupe d'Europe. Eh bien, sur les Champs-Élysées, vous avez vu l'ambiance. Eh bien, sur le boulevard au Cap-Haïtien, également le boulevard au Cayes, il va y avoir une grande fête. On les attend avec impatience. Ils seront très contents, l'entraîneur et les joueurs qui viendront en Haïti. On est en train de travailler sur ça. J'ai entendu des informations. Ce serait extraordinaire d'avoir une telle visite qui pourrait également le remonter avant d'aller, et que ce soit à Montréal ou encore à New Jersey ou encore à Mexico pour la Coupe du Monde, car c'est 3 sièges qu'il va y avoir pour la prochaine Coupe du Monde de football. Voilà, justement. Alors, Christophe Farrell, pendant que vous dites ça, ça m'inspire une question, ben, c'est une parenthèse. Comment expliquez-vous comment dire, cet engouement du peuple haïtien pour le football? Mais c'est quand même, c'est quasiment une religion, parce que même dans les moments les plus difficiles, en fait, en Haïti, le football, comment dire, réunit tout le monde. On va dire que c'est ça, en fait, on n'arrive pas à comprendre, hein. Même dans les moments les plus difficiles, comment expliquez-vous cette passion, cette fougue pour le football. Souvent pour des pays que les gens, en fait, je sais pas, l'Argentine ou le Brésil, que certains Haïtiens n'ont jamais visité, et que les Argentins ou les Brésiliens, peut-être, la plupart d'entre eux, ne se rendent pas compte à quel point en Haïti, on est fou du football. Comment expliquez-vous cet engouement? C'est une passion qui remonte dès le début du XXe siècle, parce que la FIFA, avec la Fédération haïtienne de football, c'était, je crois, 1904, je ne me rappelle pas trop bien la date, mais ça remonte à très longtemps. Et à travers le pays, moi je suis d'Ekaï, on a le Land des Gabions, vous avez dit le Land des Gabions, donc ça vient d'Haïtiens qui avaient étudié à l'extérieur, en Europe en particulier, que ce soit en France ou encore du côté de l'Angleterre. Et c'est pas différent à Port-de-Paix, au Cap-Haïtien. C'est une maladie. Dans l'Artibonite, on aime le football. Il y avait un championnat qui s'appelle l'interrégional dans le temps. C'était une Coupe du monde nationale, on pourrait le dire. On a toujours aimé le football. Et même lorsqu'il n'y a pas de compétition locale, et vous l'avez si bien dit, comment les Haïtiens se battent Argentine versus Brésil, Real Madrid versus Barcelone. Et c'est la raison pour laquelle ce qui vient faire assez, c'est bien parce que on était en train de perdre notre nationalité haïtienne parce qu'on se battait toujours pour le Real ou Barcelone ou encore l'Argentine versus le Brésil. Maintenant, nous avons notre équipe nationale. Ils sont contents, les gens sont sortis dans les rues. Même à Port-au-Prince, où près de 80% de l'espace est occupé par des gangs, les gens sont sortis à Delma. Ils ont été dans les rues, ils sont contents. Et ça, c'est une passion, ça remonte à très longtemps. Et comme je vous ai dit, moi, étant au CAI, je me suis levé comme jeune, j'ai aimé le football, j'ai joué au football, et pas simplement dans la ville, mais dans toutes les communes, on a eu des compétitions assez intéressantes. Au CAI, il y a une compétition qui s'appelle le Mondialito del Norte. C'était les différentes communes du Cap-Haïtien, que ce soit Limonade, Cartimorin, et qui allaient de ce qu'ils appellent le camp, c'est le stade du Cap-Haïtien, où ces compétitions se jouaient. Il y avait vraiment une folie, une maladie. La Coupe du Monde, c'est comme des vacances, on ne fait rien,
on regarde le football. Donc, cette année, on va avoir 48 équipes, vous imaginez. Ça peut avoir un impact négatif également sur l'économie parce que les gens travaillent moins et ça peut, lorsqu'il y a un match de football, même les enseignants parfois laissent les salles de classe pour aller regarder le match de football. C'est fort, mais c'est la réalité. Nous sommes passionnés. Ouh Passionnés. là là, ouh là là, ouh là là. Alors, d'après vous, quel devrait être l'objectif réaliste vraiment pour cette équipe? Parce que là, on va dire, une fois qu'on entre dans la phase finale, on va affronter vraiment d'autres équipes plus expérimentées. Vraiment, de manière réaliste, quels devraient être les premiers objectifs pour cette... Déjà, je sais pas, on peut rêver, on peut dire, ben voilà, on espère une qualification à huitième, et même plus loin, etc. Je sais pas, d'après vous, quelle devrait être cette, on va dire, de manière réaliste, les premiers, comment dire, les premiers objectifs de cette équipe haïtienne? Moi, je pense que surtout passer au moins un tour. Et c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'en 1974, il n'y avait que 16 équipes. 16 équipes, vous imaginez Haïti dans une poule avec l'Italie, l'Argentine, c'était pas facile. Même la Pologne qui émergeait à l'époque avec un certain Lato qui nous a passé quelques buts. Donc là, vraiment, on a eu vraiment des rencontres assez difficiles comme ça. Cette année, je pense qu'on pourrait gagner un match parce que avec 48 équipes, Haïti ne sera pas réellement dans une poule avec les grosses équipes. Il y aura peut-être une équipe moyenne comme Haïti, donc Haïti pourrait gagner un match. Mais il ne faut pas être super optimiste parce que réellement, lorsqu'on arrive au plus haut niveau à rencontrer les équipes européennes ou encore l'Argentine ou le Brésil, ça fait une différence. Ça fait une grosse différence. On n'a pas le niveau à ce niveau-là, assez de joueurs pour faire la compétition. Mais j'espère qu'on pourrait avoir et au moins passer le prochain tour et on pourrait vraiment, même pour les joueurs, parce que la FIFA, c'est une machine à sous. À chaque tour, il y a plusieurs millions de dollars américains. Je crois que le premier tour, ça fait 9 millions de dollars pour l'équipe. Deuxième tour, ça fait 16 millions de dollars pour l'équipe. Donc, il va y avoir réellement une motivation, mais on a des limites parce que nos joueurs ne sont pas au même niveau que les grandes équipes internationales. Alors, je voulais aussi savoir, parce que vous avez parlé tout à l'heure effectivement de l'équipe de 1974, alors en quoi cette nouvelle génération se distingue-t-elle des précédentes? Parce qu'évidemment, on a des joueurs en 74 qui sont devenus aujourd'hui des icônes, hein, maintenant, comme on n'avait que ça, on n'avait que cette participation-là, on sortait les noms, à chaque fois c'est toujours les mêmes noms. Cette nouvelle, en fait, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on a encore renouvelé cet exploit. Qu'est-ce qui distingue vraiment la génération de 74 par rapport à aujourd'hui? Voilà, et deux origines différentes, dans la mesure où 74, c'était seulement des joueurs qui évoluaient en Haïti, à part peut-être William Nazaire qui évoluait en France à l'époque, à Valenciennes. Et c'était vraiment des joueurs formés localement, évoluant localement. Cette équipe, nous avons peut-être 3 ou 4 joueurs qui ont été préparés en Haïti. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui évolue dans une équipe locale de cette sélection. Comme je laissé le monde du football, mais je n'ai pas entendu le nom. Donc, 99% des joueurs viennent de l'extérieur. C'est ça la grosse différence en quelque sorte. Ce qui leur donne un avantage, comme je disais tantôt, dans la mesure où ils peuvent se frotter avec ces joueurs sans avoir peur totalement, comme c'était le cas en 74. En 74, ces joueurs arrivaient sur la scène internationale n'ayant pas une grande expérience. Et à l'époque, on fermait les joueurs dans un espace pendant peut-être 3, 4 mois à s'entraîner. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose, puisque les joueurs évoluent à l'extérieur. Il y a des journées FIFA. On les appelle et lorsqu'il va y avoir la compétition, ils vont certainement avoir peut-être un mois de préparation, quelques matchs locaux et à ça, pardon, le match d'entraînement, pardon. Donc, en ce sens, ça va faire une différence. Et avec un entraîneur, on avait Antoine Tassi qui était vraiment un monument également. Antoine Tassi qui était l'entraîneur de 74, n'avait pas grand-chose à envier au niveau de la zone. Antoine Tassi était très réputé dans la zone. Mais avec cet entraîneur français également qui connaît la scène internationale, la scène européenne, donc je pense que moralement, mentalement, ils seront beaucoup plus solides et ils vont confronter affronter cette compétition dans de meilleures conditions morales, mentales et peut-être même sur le plan financier. Parce que ces joueurs également vont avoir des primes, mais à l'époque, la prime, c'était quelque chose d'important. Et ces joueurs, ce n'est que pendant que Rival a été
président que l'on leur donné une pension. Ils ont une pension dans le budget national. Mais un petit montant assez modique, je pourrais dire. Mais ces joueurs qui sont avec nous maintenant sont des professionnels qui reçoivent un salaire mensuel au niveau de leur équipe. Donc, ça fait encore une autre différence qui va permettre d'avoir des conditions beaucoup plus intéressantes. Il ne va pas avoir des discussions avec les dirigeants, avec qu'est-ce qu'on va donner comme prime. Je pense que ça peut arranger les choses. Certainement, ils vont avoir des primes, mais pas autant qu'ils souhaiteraient, qu'ils veulent. Pour jouer, il faut me payer, il faut avoir ça. Ils sont des professionnels, ils ont un salaire mensuel qui aide confortablement. C'est exactement. Alors, au milieu de cette bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que l'administration de Donald Trump vient d'affirmer, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'elle n'autorisera pas les supporters haïtiens à assister à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les supporters qui viennent d'Haïti ne pourront pas voilà, assister au match aux États-Unis. Alors, est-ce que vous pensez que on va dire, ce message aura un impact négatif, pourra avoir un impact négatif sur on va dire, sur le mental des joueurs et aussi sur la diaspora, parce que j'imagine que les supporters, ça joue beaucoup vraiment pour le mental des joueurs et tout ça. Et donc, interdire que les supporters qui viennent d'Haïti d'entrer aux États-Unis, je trouve que voilà, ça c'est. Alors, déjà, comment vous comprenez cette décision qui, disons-le, qui somme toute paraît incompréhensible? Ça dérange considérablement, même pour l'image du pays. D'ailleurs, on a mis Haïti sur une liste, je parle de l'administration Trump, et parmi les pays qui ne peuvent pas, avant la Coupe du Monde, et avoir un visa facilement pour aller aux États-Unis. Le consulat ne fonctionne pas en Haïti pour le moment, et donc ça crée des problèmes pour le pays. Donc voilà que la Coupe du Monde arrive et que ça pose un problème pour les fanatiques qui pourraient aller assister à ces matchs. Fort heureusement, nous avons une diaspora nord-américaine et particulièrement aux États-Unis qui est assez importante. Je suis sûr que dans un match à New Jersey ou au Giant Stadium à New York ou encore à Miami en Floride, et les Haïtiens seront présents, ceux qui sont là-bas, heureusement. Mais peut-être que la FIFA devrait dire, OK, si on peut faciliter à Haïti de jouer soit au Mexique ou encore au Canada, où on pourrait avoir un visa, donc ça faciliterait les choses. Mais c'est très mauvais pour le pays car une Coupe du Monde représente une opportunité pour l'image du pays. La Jamaïque fait ça très bien en quelque sorte, utiliser la culture, utiliser le sport pour vendre l'image d'un pays. Mais malheureusement, et avec Trump, c'est difficile d'en discuter et c'est pas intéressant pour le pays, même sur le plan touristique. Ok, justement. Alors, j'ai une dernière question. Euh, alors, Haïti a été qualifié un 18 novembre, en fait, une date symbolique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Est-ce que ça vous a inspiré quelque chose? Parce que quand même, est-ce que c'est un hasard? 18 novembre, bataille de Vertières, 18 novembre, Haïti, 52 ans plus tard, est encore qualifié à une Coupe du Monde de football. C'est deux environnements différents. 19 novembre, quand nous avons gagné cette bataille, donc on luttait contre des ennemis de l'extérieur, je pourrais dire, les colons. On voulait décoloniser le pays. Aujourd'hui, le problème est interne. Et le problème découle d'une situation ou d'injustice, un problème d'inégalité territoriale, un problème de pauvreté, d'extrême pauvreté. Je vous avancer des chiffres facilement. En 2018, la dernière fois que nous avons une croissance économique de ce pays, on était à moins de 30% d'Haïtiens en situation d'extrême pauvreté. Actuellement, en 2026, après 7 années consécutives de contraction économique, nous avons près de 35% d'Haïtiens en situation d'extrême pauvreté. En 2018, on avait moins de 60% d'Haïtiens en situation de pauvreté. Actuellement, nous sommes proches de 70% de pauvreté. Le ministre des Finances a déclaré récemment que la classe moyenne d'Haïti est passée de 7% à 2%. Un pays sans classe moyenne, c'est comme quelqu'un sans la ceinture. Donc, c'est des chiffres vraiment qui font peur et qui expliquent ce qui se passe en quelque sorte. Donc, comment on peut utiliser cette victoire maintenant pour recoller les morceaux parce que la toile est totalement déchirée. Donc, il faut voir cette victoire pas simplement de manière artificielle, Haïti va en Coupe du Monde, mais il faut tirer des leçons. En 1974, notre génération, la mienne, on disait qu'on pourrait le faire. Philippe Vaub était notre modèle et on regardait ses joueurs, des idoles.
Aujourd'hui, ils ont lancé des messages, les joueurs haïtiens, après l'avoir gagné. Ils demandent qu'on ouvre le pays. Ils demandent qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Je ne veux pas justifier ce mouvement de violence et de gang que nous avons en Haïti, mais ce sont des oubliés également. Ce sont des jeunes qui n'ont pas eu leur chance en quelque sorte. J'aime dire, je vais raconter mon histoire, j'étais à l'école chez les frères, mais ma chance c'était que j'étais dans la ville d'Ecaille, ce qu'on appelle la Grand Rue, pas trop loin de l'hôpital, qui voulait dire que ma mère pouvait marcher pour aller me donner naissance à l'hôpital. J'étais parmi les 40 qu'on a accepté à l'école des frères en primaire. Donc, j'étais un chanceux. Il y a un jeune qui était de Chardonnière ou encore de Tiburon, qui était peut-être plus intelligent que moi, mais qui n'avait pas cette chance d'être au CAI, d'avoir un hôpital ou encore une bonne école. Donc, toute cette discrimination, tout ce pays en dehors qu'on en parlait, eh bien, aller faire une enquête du côté de Grand Ravine, je peux vous garantir 80 à 90% de ces jeunes viennent du Grand Sud, de la Grandasse, des Nippes, des Cailles, mais pas dans les chefs-lieux en général, mais surtout dans les zones oubliées en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle je dis, utilisons cette victoire comme un moyen pour regarder et donner des opportunités à ces jeunes. Il faut que le ministère de la Jeunesse et des Sports ait un budget beaucoup plus important. Pour cette année, le budget qui a commencé le 1er octobre, 1,8 milliard de goudes, voilà le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et attendez, 1,4 milliard pour payer les employés, ils sont au nombre de 658 au niveau de ce ministère, et pour les biens et services, acheter de l'eau, acheter du papier, les PRDM. Donc, vous imaginez 1,4 milliard de gouttes pour faire des dépenses courantes dans ce ministère. Il n'y a que 400 millions de gouttes pour des projets. Et ce n'est pas seulement le sport, il y a l'action civique. Donc, il y a d'autres opportunités. Donc, cessons d'être hypocrites parce que tout le monde célèbre, on dit oui, c'est bien. Il faut que nous puissions renforcer ce ministère. Il faut que nous puissions donner des opportunités aux jeunes Haïtiens qui ne peuvent pas partir, les intégrer et avancer dans tout ça en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle, étant en dehors du sport, mais je connais le milieu, je peux également, comme économiste, surtout travaillant sur le budget, nous avons l'observatoire, de regarder ces informations. Pendant qu'on dépense 1,4 milliard de gouttes dans le ministère des Sports, l'EDH, qui est la compagnie électrique, a obtenu cette année, écoutez bien, pas un prêt, des subventions de l'ordre de 8 milliards de gouttes. Wow. Et pour quel résultat? Voilà, ça vient poser la question. Est-ce qu'on a de l'électricité? Pour quel résultat? Donc, vous imaginez, lorsque vous mettez 8 milliards de gouttes au niveau de l'EDH, qui a d'autres problèmes qu'on pourrait résoudre, et 1,8 au niveau des jeunes, donc ça dit beaucoup. Maintenant, comment résoudre des problèmes structurels dans ce pays et donner aux jeunes qui sont sur les 12 millions d'Haïtiens, qui sont plus de 50% à moins de 25 ans. Donc, si on ne regarde pas réellement ce danger sur notre tête, donc on va célébrer, on va être content. Non, il faut que nous puissions réellement tirer une leçon. Les jeunes Haïtiens, comme le président de la FIFA l'a dit, ce sont des jeunes très talentueux, des malades du foot, et ils ont le talent pour jouer au football. Regardez tous ceux qui sont à l'extérieur, on en a encore en Haïti. Voilà tout ce changement qu'il faudra produire pour que cette victoire ne soit pas une victoire artificielle. Et cette usine de pauvreté que nous avons créée dans ce pays pendant les dernières décennies, voilà les résultats en quelque sorte. Maintenant, on a besoin de l'aide internationale, on est dans l'obligation de faire un budget de guerre. Donc, lorsque vous ignorez les jeunes, voilà les conséquences et les coûts sont très élevés en ce sens. Donc, je pense qu'il faudra, et à partir de cette victoire, ne pas rester simplement dans l'aspect superficiel, mais d'aller de manière beaucoup plus en profondeur et comprendre que lorsque vous avez des jeunes, eh bien, ça peut être un dividende, mais lorsque vous les ignorez, ça peut être un coût réellement élevé. Et c'est le choix que nous aurons à faire. Et je pense que dans cette émission, qui n'est pas une émission sportive, c'était bien de parler de cette joie, ces émotions que nous avons vécues comme Haïtiens à travers le monde. On s'est retrouvés ensemble, on voit ça sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faudra qu'on puisse bâtir, construire et réduire les inégalités
et gérer de manière différente et redéfinir les priorités de ce pays, car la population est très jeune. Si nous ne voulons pas reproduire ce que nous venons de vivre pendant cette dernière année, mais surtout de reproduire cette victoire que nous avons eue le 18 novembre 2026, qui reste, 25, pardon, qui restera réellement quelque chose comme j'ai vécu en décembre de la 73, étant gamin au kite, les gens qui étaient tellement contents. Donc, on peut le faire, mais il faudra faire des sacrifices, qu'il y ait des arbitrages sérieux. Ceci devrait être une priorité de campagne. On aura, j'espère, des élections dans ce pays un jour ou l'autre, mais le sport, la jeunesse, on devrait vraiment en donner la priorité. Et merci pour cette opportunité. Je suis votre émission régulièrement. Je ne pensais pas que j'étais qualifié pour parler de sport et je suis sûr que nous avons eu un bon moment. Bien sûr, vous l'êtes, bien sûr, évidemment que vous l'êtes. En tout cas, on espère que votre parole sera entendue par les décideurs, par ceux qui décident dans le pays. Et puis voilà, et puis on vous souhaite aussi bonne chance, hein. Voilà, parce que vous avez pris une voie, on va dire, différente. Vous êtes économiste, voilà. Mais vous êtes, alors dites-nous, Kessner Farrell, vous êtes encore passionné de foot parce que pendant cette qualification, le dernier match, par exemple, vous étiez quand même, comme tous les Haïtiens, j'imagine, devant votre poste de télévision en train de regarder le match ou pas? Ou bien. La partie la plus difficile du match, c'était pas le match Haïti-Nicaragua. C'était quel est le résultat entre Costa Rica et Honduras. Parce qu'un but dans ce match pourrait tout balancer en quelque sorte. J'ai beaucoup souffert ce match Costa Rica et face à Honduras qu'Haïti-Nicaragua. Parce que je savais qu'Haïti allait gagner, mais je ne savais pas quel serait le score. S'il y avait la victoire de Honduras, on aurait travaillé très dur, mais sans le résultat, cette joie que nous avons connue en quelque sorte. C'était très difficile. Je suis vraiment économiste, mais le sport, comme je vous ai dit, c'était tellement attaché. J'aime bien et j'ai eu un bon moment. Merci beaucoup. Merci, Kessner Farrell. Et merci à vous, chers amis, d'avoir assisté, d'avoir participé à cette émission jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses et que nous espérons tous que l'équipe haïtienne de football aille aussi loin que possible. Merci encore, Kessner Farrell. Merci bien.